Ljubav traje 3 godine, reklamni svijet je bez veze, ljepota je in. Sve to govori francuski pisac Frédéric Beigbeder. Njegov osebujni stil, osim u knjigama, vidljiv je i u svakodnevnom ponašanju. Pokazao nam je to i u svom pariškom stanu. I really wanna see you, hallelujah. Going to kill her, I'm going to kill her. She must die, Maya must die. Beigbeder je jedan od najpoznatijih francuskih pisaca mlađeg naraštaja. Odrastao u uglednoj francuskoj obitelji, neopterećen financijskim problemima. Sve to u Beigbederu stvara bunt i on je vidljiv u svakoj riječi svake objavljene knjige. Što više i sam kaže da je sve što je napisao, pisao zato da se nečega riješi. Ljubav traje 3 godine da bi se riješio braka. Hvala. Ljubav traje 3 godine mi je bila najdraža zato što je nevjerojatno točan. Što sam piše u knjizi, nevjerojatno je da i same emocije, sam ljubav ponekad se ponašaju po nekim formulama. I to kad čitaš i kad vidiš neke vlastite iskustva, tuđe iskustva, jednostavno onako pomisliš onako da to umišljeno, egoistično, hedonističko đubre stvari ima pravo. 10 godina proveo je radeći u oglašivačkoj industriji. Iziritiran svijetom u kojem su kokain, novac i lijepe žene ispred svega, piše 129.90. U njoj se obrušava na reklamne agencije i to da isprovocira svoj otkaz. Ako me pitate da li je ta kritika društva koje je zapravo, ne znam kako bi rekli naši crkveni velikodostojnici, obilježeno konzumerizmom, prolaznim zadovoljstvima, znači društvo gdje nedjeljom više djecu ne furamo u parkove, nego ih šetavamo po velikim supermarketima i vjerojatno prije nauči što je barkod nego što vide patku. Tu mislim da nije pretjerao. On je pisac koji je postigao upravo to da bude zabavan istovremeno, a istovremeno i, ajmo reći, društveno relevantan, čak pomalo apokaliptički u tim nekim svojim mislima, romanima. Dakle, pogotovo je to došlo do izražaja u romanu 99 franaka. Često se misli da u romanima piše o sebi i sam priznaje da je 99% njegov stvarni život jer je premalo talentiran da izmišlja. So my favorite one is L'Égoïste romantique. It's because I like this kind of exercise, which is the journal intime of a writer, the diary of a writer. Because in this book he plays really with fiction. He plays with reality. It's very interesting because you can see like a work in progress. Ovaj je kafić, smješten ispod nekadašnjeg stana Jean-Paul Sartra, kaže nam Beigbeder, mjesto nepresušne inspiracije. Ako nije ondje, u svojem je luksuznom stanu u centru Pariza. So what do I do here? Nothing. I read and I write. I listen to music. I telephone. I make love, but not in this room, downstairs. And I look at my cat. I like to look at my cat because it makes me quiet. It's better than taking Prozac. It's the same effect. But it's better for my health. Na zdravje. Iako sam za sebe kaže da je prilično ljen, sve činjenice govore suprotno. Inspirirani Salingerovim likom i dijelom, on i poznati redatelj Jean-Marie Perrier o njemu snimaju film. You know, in New York, these little TV things about Salinger, I was amazed to see how polite he was with everybody, you know, and very not nervous at all, as this image that you can have of him, of somebody who wants everything all the time, you know. But in working, I was very, very impressed by his politeness. Na francuskoj televiziji ima svoj show, a piše i za Playboy. I understand that he gets success because I think he's talented. That's okay, but at the same time he's really professional. I work for Playboy magazine. Bogat, načitan i obrazovan, a opet nevjerojatno dostupan. Buržuj i bohem, jednom riječju zvijezda. Right after these messages, don't go away, we will be back, you can take a piece. Poštovani gledatelji, dobar dan. Ovo je emisija Nedjeljom u 2. Kao što ste vidjeli iz uvodnog priloga, gost nam je francuski pisac Frédéric Beigbeder. Gospodine Beigbeder, dobar dan i dobrodošli. Bonjour. Došli ste u vrijeme izbora u Hrvatskoj. Što mislite, imaju li ljudi neku moć izlazeći na izbore? Odlučuju li oni o nečemu?
C'est le principe de la démocratie, mais malheureusement, il est rarement efficace. Donc on vous demande votre avis pour ne pas en tenir compte. C'est le cas par exemple en France. En France, on élit d'abord à l'intérieur des partis, des candidats. C'est là où il y a les plus importantes bagarres, à l'intérieur des partis. Et puis ensuite, le peuple est consulté pour entériner des choix qui ont été faits auparavant. Vi tvrdite da moć demokracije u stvari ne leži u glasovanju, već u odabiru proizvoda koji ovaj pojedinac želi kupiti. Možete li to malo pojasniti? U stvari da je sve ta reklamokracija, da tako kažem. Oui, j'emploie dans mon dernier roman, qui s'appelle Au secours pardon, un terme de Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk, c'est un philosophe allemand. Il dit que nous ne vivons pas dans un système capitaliste, mais dans une plutocratie désiriste. Ce qui veut dire que, au fond, notre droit de vote est très très accessoire. L'important, c'est notre carte de crédit. C'est avec notre carte de crédit que nous pouvons changer le monde. Vi ste čak i sudjelovali u francuskim izborima na strani komunističke partije kao savjetnik generalnog sekretara. Kako su vaše iskustva s tim izborima? Otprilike kako je to bilo? Ça a été un échec assez désastreux, puisque le Parti communiste a fait 3%. Mais c'était en 2002. Dans les dernières élections, j'ai arrêté de les conseiller et ils ont fait encore moins. Ils ont fait 1,5%. Donc j'ai contribué à la chute du Parti communiste en France. Jeste li zadovoljni time ili osjećate neku grižnju savjesti? Moi, vous savez, je pense qu'il faut que j'accepte l'idée qu'un artiste n'est pas nécessairement très compétent en politique. Je pense que ce sont deux choses différentes. Mon travail, c'est d'écrire, de raconter des histoires, d'essayer de faire rire les gens avec mon temps, mon époque. Mais mon boulot n'est pas de conseiller les gens sur leur vote. To mislite o predizbornim spotovima koji se vrte prije izbora? Naime, trebaju li oni biti duhoviti? Kako otprilike trebaju izgledati? U Hrvatskoj su takvi da recimo lideri stranaka hodaju kroz gomilu i najčešće nešto relativno dosadno, u stvari ne relativno, nego dosta neizdržljivo dosadno govore. Je li slična situacija u Francuskoj? Kako trebaju izgledati predizborni spotovi? Vi ste stručnjak, u marketingu ste radili 10 godina. Ouais. En France, la situation est gravement l'inverse, c'est-à-dire que les candidats sont des people, ce sont des stars, ils font énormément de démagogie, énormément d'efforts pour plaire, pour séduire, et c'est un peu comme en Amérique, c'est-à-dire que c'est souvent des gens qui sont plus proches des acteurs de cinéma que des hommes politiques, si vous voulez. Ils passent leur temps à raconter aux gens ce que les gens veulent entendre. C'est un autre grave danger qui menace la démocratie, c'est la démagogie. Predstavljate ovih dana knjigu svoju novu u Zagrebu. Kad ste bili prvi put u Zagrebu, nakon 1-2-3 dana, rezimirali ste da je Zagreb i Hrvatska da su općenito dosta dosadne. Da je i dosadna zemlja i dosadan grad, da su recimo Ukrajina i Rusija dosta zanimljivi. Jeste li, u međuvremenu ste bili više puta u Hrvatskoj, jeste li promijenili mišljenje ili stojite kod toga? Je suis revenu dans le but de changer d'avis. J'espère que vous allez me faire changer d'avis. Mais je ne me souviens pas du tout avoir dit ça. J'étais probablement en état d'ébriété parce que j'ai gardé un très bon souvenir de la Croatie. J'étais allé non seulement à Zagreb, mais aussi à Dubrovnik. J'avais visité un peu les... Rekli ste da je u stvari Zagreb nije tipičan tranzicijski grad, nego da dosta sliči zapadu, zapadnoevropskim gradovima. Peut-être que maintenant que nous faisons partie du même pays, qui s'appelle l'Europe, peut-être maintenant, je vais mieux apprécier, puisque je suis ici chez moi. Hein. Zagreb, c'est une ville de mon pays, l'Europe. U vašoj novoj knjizi na neki način junak iz prve knjige koja je kod nas postala poznata i vaše prve uspješnice 99 franaka, Oktav nastavlja karijeru kao lovac na fotomodele. Knjiga je prepuna droge, seksa,
potraga za djevicama, hedonizma. Međutim, likovi u toj knjizi nisu sretni. Jeste vi to namjerno tako to prikazali? Jednostavno to je potraga za srećom, ali sreće nema. U toj knjizi niko nije sretan. Kako to? Non, mais non. C'est bien le problème, c'est que j'essaie de décrire une réalité qui est celle d'aujourd'hui, où la seule utopie, c'est la consommation. Alors avant, vous aviez une utopie. L'utopie communiste était que tout le monde allait être égal. Mais aujourd'hui, l'utopie, c'est d'être le plus inégal possible, d'avoir le plus d'argent, d'avoir le plus gros bateau, d'avoir la plus jolie femme et d'écraser le plus possible ses voisins. Hein, c'est ça la nouvelle utopie. L'utopie, finalement, c'est une utopie... Kada govorite o što ljepšoj ženi, dokle ide taj teror ljepote? Gdje je kraj? Jel možete to predvidjeti? Et c'est tout le problème de notre système aujourd'hui, qui utilise la beauté féminine pour vendre des produits et qui utilise des modèles de plus en plus jeunes, de plus en plus minces. Alors jusqu'où ça ira? Peut-être mettre des enfants, je ne sais pas. C'est assez inquiétant. Il y a une sorte de violence que je qualifie de fasciste, qui est... Je reprends le mot fashion, mais j'en fais le mot fasciste, parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de différence entre cette idée de modèle aujourd'hui imposée à l'ensemble de l'humanité et des idéologies qui ont été totalitaires u koji se i vi au XXe i ja siècle. dobro uklapamo. Jel na neki način uživamo u svemu tome, konzumiramo više manje sve to? Mais bien sûr, bien sûr. Mais oui. Ta industrija fotomodela i manekenki o kojoj govorite stimulira seksualnu žudnju već prema mladim curama, 14-15 godina, djevojčicama faktički. U tom kontekstu stvaranja seks bombi od 14-15-godišnjih djevojčica, što mislite o pedofiliji? Ah oui, oui, j'en suis sûr. Je pense que toute notre société actuellement est pédophile. C'est-à-dire que nous vivons dans un système de communication totalement pédophile. Et simplement, il y a une hypocrisie. On punit très très fortement, et à juste titre, les criminels qui s'attaquent aux enfants. Mais en même temps, toute l'industrie, toute la publicité est totalement pédophile. Oui, exactement. Ouais. Mislite li da će u budućnosti pedofilija biti drukčije tretirana nego danas? Dakle, danas se više manje kazneno tretira pedofilija, a s druge strane imamo reklamnu industriju koja potiče ljude da budu pedofili. Oui, c'est très étrange. Il y a un paradoxe que Nabokov avait très bien vu. Hein. Déjà dans Lolita, il avait déjà écrit un roman sur cette question-là en Amérique. La fascination pour la femme-enfant, pour la jeunesse, qui est vraiment aujourd'hui une idéologie qui gouverne le monde. Je pense que quand on voit les jouets, vous savez, moi j'ai une fille qui a 8 ans, quand on voit les jouets, les dessins animés, les vêtements qu'on lui propose, on lui propose de s'habiller en prostituée quand même, dès l'âge de 8 ans. Il y a des dessins animés comme les Wings, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé qui a beaucoup de succès en France, où c'est des filles qui doivent avoir 13 ans et qui sont habillées avec des trucs avec le nombril à l'air, avec des collants à résille, des porte-jartelles, enfin c'est très très sexy. Il y a une sexualisation précoce de l'enfant aujourd'hui qui est en œuvre, en marche dans notre monde. Što mislite dokle će to ići? Hoće li dakle ići za dekriminalizacijom pedofilije? Hoće li se ta granica onda snižavati? Dakle, danas je 16 godina otprilike granica. Hoće li to ići sve niže s obzirom na ovo bombardiranje medijske industrije koja propagira kao seksualne bombe djevojke od 14-15 godina? Dans le roman que je viens de décrire, je raconte la vie d'une jeune fille qui fait l'amour à partir de 13 ans, et c'est apparemment quelque chose de très banal aujourd'hui. Donc déjà, la loi est en retard sur la réalité. Les jeunes femmes aujourd'hui font l'amour dès 13-14 ans. Jedino još Polanski ne može u Ameriku. Oui, exactement, oui, c'est vrai. Oui, oui. Moi, je ne suis pas en faveur de la pédophilie, attention. Hein. Je décris simplement un mouvement de société qui est assez inquiétant et qui est assez hypocrite sur ce sujet. Kada govorimo o teroru ljepote, mislite li da u budućnosti neće biti mjesta za ružne ljude? Alors c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'être vieux, vous n'avez pas le droit d'être moche et vous n'avez pas le droit d'être gros.
Ce sont 3 choses interdites, notamment et particulièrement aux femmes, hein. Donc le féminisme n'a servi à rien. Les femmes peuvent travailler, mais elles n'ont pas le droit de vieillir. C'est quand même plus grave, je crois, de ne pas avoir le droit de vieillir. Si vous allez à Moscou, vous avez à l'entrée des boîtes de nuit ce qu'ils appellent le face control. Peut-être vous connaissez cette expression, face control. Vrijedi i za muške i za žene. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'en gros, si vous êtes laid, vous ne rentrez pas dans les clubs, les restaurants, les bars de Moscou. Je pense que ça doit être pareil à Zagreb. En tout cas, c'est pareil à Paris. C'est pareil à New York. C'est pareil à Tokyo. C'est pareil à Londres. C'est pareil à Barcelone. Donc, les laids sont des exclus. Ce sont des intouchables, comme en Inde. Dobro, za Zagreb nisam još čuo, ali to možda zato jer nismo toliko integrirani u tu Europu koju toliko želimo ući. Jeste li vi lijep čovjek? Što vi sami o sebi mislite? Jel prolazite na tim ulazima u disko klubove? Moi, on me laisse passer parce que je suis célèbre, mais pas parce que je suis beau. Slava, kažete, ne prolazite zbog ljepote, već zbog slave. Što donosi ta slava? Može li se slavom kompenzirati ljepota? Ah, je suis sûr que même la gloire vous rend plus beau. J'ai remarqué ça quand vous avez une certaine notoriété. Les gens s'habituent à votre laideur et finissent par la trouver agréable. Dans les yeux des autres, les gens finissent par dire « Ah, peut-être à force d'avoir vu ce visage très disgracieux, ils se sont habitués et finissent par le reconnaître et on peut dire qu'on les a à l'usure, vous voyez, plus qu'au charme immédiat. » Što je najbolje kod slave? Vi pamtite dakle svoje razdoblje kada niste bili slavni, danas ste slavni. Što je to što je najbolje u slavi? Veća je mogućnost odabira žena? Je li to temeljna nekakva prednost ili što? Ah, oui, il y a ça. Ça, sûrement, ça c'est un grand changement. J'étais très seul pendant mes 20 premières années et puis maintenant j'ai plus de succès. Ce qui a changé, je dirais, c'est quand vous allez dans un bar, tout seul, et que vous êtes inconnu, et que vous n'êtes pas une jolie fille, personne ne vous parle. Vous voyez? Donc vous pouvez rester seul, extrêmement seul. Quand vous êtes connu, vous devenez comme une jolie fille. Les gens viennent vous parler. Ils viennent vous taper dans le dos, ils vous offrent un verre. Et je crois que ce qui est à la fois très agréable et très difficile dans la célébrité, c'est la fin de la solitude. Kako se osjećate u poziciji lijepe djevojke? Neka ste se zamišljali da želite biti u toj poziciji, je li to dobra pozicija? Non, mais je pense que vraiment, aujourd'hui, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de raconter dans Au Secours, pardon, la jolie fille, c'est notre seul espoir dans notre société. On a tout misé sur la jolie fille. La pub, la télévision, les magazines nous vendent la jolie fille. C'est vraiment ça le modèle. Et donc, évidemment, les hommes aussi sont jaloux, parce que les jolies filles, elles ont tout le pouvoir. Elles ont tout le pouvoir entre leurs mains. Et j'ai souvent envié cet énorme pouvoir de la jolie fille. Ali kako se vi osjećate u toj poziciji lijepe žene? Dakle, slavan ste, pa na taj način imate veću mogućnost odabira žena. To je dobro? Ah oui, maintenant je suis enfin devenu une jolie fille, oui. Oui, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est un peu fatigant. Je me dis que je comprends par exemple pourquoi certaines jolies filles, top modèles ou actrices se droguent ou deviennent alcooliques. Je comprends ça. Parce que je pense que ça doit être très crevant, très fatigant à la longue, d'être sans arrêt sollicité, dérangé, agressé, avec des gens qui essayent de vous plaire tout le temps. Ça doit être très fatigant. Zašto se vi drogirate i pijete? Voilà. Zato jer ste pisac ili zbog čega? Je pense que quand on écrit, on a besoin de temps en temps de se mettre dans un état différent pour rechercher des nouvelles façons d'agencer les mots. J'ai constaté qu'en étant sobre, j'arrivais bien à corriger ce que j'avais écrit, mais que pour écrire le premier jet, il valait mieux être ivre. L'ivresse, comment dire, enlève la timidité. Et il y a la timidité face aux gens quand on les rencontre, mais il y a aussi la timidité face à la page. Quand on écrit, il ne faut pas être timide, il faut oser y aller.
Et un petit verre, ça peut aider. A dobro, a što je s drogama? Jel one mogu stimulirati pisanje? Vi ne krijete da ste se drogirali i da još tu i tamo uzimate hašiš i marihuanu. Što je s drogama? Jel one stimuliraju? Što se tiče pisanja? Oui, j'ai souvent essayé d'écrire après avoir fumé, mais on a tendance à répéter les mêmes choses. On croit que c'est très intelligent, mais c'est très ennuyeux. Et c'est pas génial. Non, je conseille plutôt de boire du vin. Pas d'alcool trop dur, parce que la vodka, par exemple, on est bon pendant un paragraphe, et puis après, on s'effondre. Dosta iskustva imate i sa težim drogama. Probali ste, kako sami kažete, sve osim heroina. Zašto ne heroin? Strah? Si, j'ai essayé l'héroïne. Ah, yes. Oui, pendant le dernier festival de Cannes. J'avais très mal aux jambes, j'avais les jambes molles, je ne pouvais plus bouger et j'ai vomi pendant 10 heures. Donc j'ai pas trouvé ça formidable, je déconseille l'héroïne, sauf si les gens aiment beaucoup vomir. Mais... Rekli ste da se zauzimate za legalizaciju droga i nakon heroinskog iskustva ostajete pri toj izjavi? Mais je pense que si l'on légalisait toutes les drogues sous le contrôle du ministère de la Santé, c'est-à-dire sous le contrôle du gouvernement, on enlève beaucoup d'argent à la mafia et on le donne au système de santé. Et donc les gens qui veulent se suicider, qui veulent se détruire avec la drogue, sont libres de le faire. Mais au lieu de donner de l'argent à des gangsters, ils pourraient le donner à la sécurité sociale. Voilà. C'était ça mon idée. Kada govorite tako otvoreno o drogama, imate ćerku od 10 godina, ako se ne varam. Što biste njoj preporučili? Biste li njoj preporučili LSD? Ah non, non. Comme tous les parents très libéraux, libertaires, je suis extrêmement sévère avec ma fille. Évidemment, elle a interdiction totale de lire mes livres. Dobro, jednog dana će vjerojatno čitati vaše knjige. Vi u vašim knjigama, ma ne samo u vašim knjigama, više u intervjuima, pišete o iskustvima s prostitutkama. Dakle, ne libite se govoriti o svemu tome otvoreno. Zašto? Koji je krajnji cilj svega toga što vi isprobavate? Je li samo cilj hedonizam, dakle užitak, ili vi tragate za nekakvom srećom, a ne nalazite je? Ouais. Je crois que vous avez bien compris. Je suis à la recherche du bonheur que je ne trouve pas, ça c'est certain, mais je suis aussi un romancier, un écrivain, c'est quelqu'un qui regarde. Je décris mon époque. Alors c'est vrai que je décris une époque d'hédonisme, une civilisation du désir, une civilisation du confort, du luxe. Je raconte ce que je vois et comme beaucoup d'écrivains, je m'intéresse aussi aux marges, c'est-à-dire les endroits de nuit, les endroits effectivement comme les bordels, sont des lieux qui sont en marge, qui sont un peu à l'underground. C'est là qu'on peut aussi connaître mieux notre société, je crois. Što nalazite u tim tulumima, u noćnim klubovima? Naime, vaš kolega Welbeck kaže za diskoteke, za plesnjake i slično da je cilj tih zabava u stvari navesti nas da zaboravimo da smo sami i jadni, okrenuti sami sebi i da u tome sve nema ništa zabavno. Tako Welbeck kaže. Oui, c'est marrant parce qu'on s'est vu avec Welbeck à Moscou pour la sortie de ce livre et on s'est aperçu que finalement dans nos 3 derniers romans, on parle tous les deux de la même chose. Il n'y a qu'une différence, c'est que lui parle du point de vue des exclus, c'est-à-dire des pauvres, des gens qui n'ont pas accès au confort et au sexe, alors que dans mes livres, je parle de gens qui sont inclus dans cette société, qui sont des gens riches, qui sont des gens qui ont des facilités avec les femmes, qui ont les moyens de payer et d'entrer dans les clubs, etc. Mais on décrit la même chose, on décrit exactement la même situation. Simplement, voilà, moi je suis plutôt à l'intérieur et lui, il aime mieux être à l'extérieur. U takvom svijetu koji opisujete i vi, Welbeck, ima li mjesta za ljubav? Bien sûr, c'est la quête de ma vie. Je pense que tous mes livres sont très romantiques. Mes livres ont beaucoup d'humour noir, mais ce sont des livres romantiques. Je raconte toujours la rencontre d'un homme avec une femme, et il y a toujours une histoire d'amour. Dans le dernier, il y a en plus l'amour de Dieu et l'amour paternel. Donc vous avez là trois
trois lumières au bout du tunnel. U knjizi koja je dosta bila popularna u Hrvatskoj i vjerojatno još je Ljubav traje 3 godine, konstatirate da je ljubav iskustvo koje prvo počinje sa strašću, zatim u drugoj godini to prelazi u nježnost i na kraju u dosadu. I navodno vi živite tu svoju parolu. U vašem privatnom životu je slično? Oui, malheureusement, c'est une malédiction. Ce livre, je l'ai publié il y a 10 ans, en 97. Et depuis, j'ai eu tous les 3 ans une rupture, comme si j'avais écrit dans ce livre quelque chose qui allait m'arriver. Et c'est terrible, je n'arrive pas à sortir de ce schéma complètement dont je suis prisonnier, en fait. Mais je pense que je ne suis pas le seul. C'est ce qui me rassure. Je pense qu'il y a des millions, peut-être des milliards d'êtres humains qui sont en train de s'apercevoir que cette nouvelle façon de vivre détruit l'amour. L'amour durable, en tout cas. Je li kapitalizam uništio ljubav slobodnim seksom? Je pense que ça n'est pas la seule raison. Évidemment, les images sexuelles et les tentations nombreuses détruisent la fidélité dans le couple, ça oui. Mais il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a à la fois la disparition des structures religieuses, familiales, qu'il y avait avant les années 60. L'absence, je ne sais pas, peut-être la frénésie publicitaire aussi, le zapping, la consommation, font que finalement nous consommons les êtres humains autant que les produits. Et c'est toute cette façon de vivre qui est incompatible avec un amour durable, en tout cas dans la civilisation occidentale. Jel sebe nalazite u poziciji da žene konzumirate kao proizvode? Kako se osjećate onda? Non, je ne crois pas que je sois comme ça. Ça, c'est Octave. Il faut savoir qu'un romancier, ça s'amuse à vivre d'autres vies que la sienne. Alors, il y a des tas de choses dans mes livres qui sont vraies, mais il y en a aussi qui sont imaginaires. Takav ako otvoreno priznajete svoje iskustva s prostitutkama? U principu jeste, kupujete žene za ljubav. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Non, mais j'assume, il n'y a pas de problème. Simplement, dire que je consomme, que mes seules relations avec les femmes soient des relations avec les prostituées, c'est très, très réducteur, parce que j'ai une vie sentimentale extrêmement amoureuse, très, très belle, j'espère. Ovdje ste govorili nešto o vjerovanju. Imate li potrebu, vi ste katolik po nekakvoj praktičnoj strani, međutim, odnosno tradicijskoj, a niste po praktičnoj. Imate li potrebu vjerovati, a ne vjerujete? Oui, j'aimerais. Je dis souvent que avec tout ce que les hommes ont fait pour lui, Dieu aurait tout de même pu se donner la peine d'exister. Zašto želite vjerovati? Što vam nedostaje sada? Souvent, je pense à la phrase du poète portugais Pessoa, Fernando Pessoa. Il dit j'écris parce que la vie ne me suffit pas. Et je pense que cette vie qui est la nôtre, qui est tournée vers le matériel, vers le luxe, vers le sexe, le plaisir, tout ce que vous voudrez, cette vie-là ne me suffit pas. C'est le sujet de mon travail. C'est toujours des personnages qui cherchent autre chose. Alors, dans mon cas, j'ai trouvé la littérature. Je pense que la littérature, la poésie, sont un moyen d'avoir une autre vie, une vie supérieure. Mais je pense que la religion est aussi un moyen. La religion est aussi une forme d'espoir non matériel. Koliko god preuzetno zvučalo, znači li ta umjetnost i sklonost umjetnosti k pisanju da na taj način tražite nekako put prema vjerovanju, prema Bogu? Oui, je pense, oui. Je pense que, je dirais même que la littérature, c'est mon Dieu à moi. C'est-à-dire, c'est ma façon à moi de chercher autre chose que la simple vie, manger, boire, baiser, qui ne me suffit pas. Premda je svećenik s kojim ste vodili razgovore o tome, biskup, ako se ne varam, rekao da je to površno, da ne možete u književnosti tražiti Boga. Oui, parce que, évidemment, de son point de vue à lui, il y a autre chose. Il y a les évangiles, il y a des textes sacrés, il y a des sacrements, une église qui est très organisée.
Mais moi, de mon point de vue à moi, j'ai le droit de penser que si j'arrive à mettre des mots sur ma tristesse ou sur mon émotion, déjà j'arriverai à toucher quelque chose de supérieur. C'est ma forme de métaphysique à moi. Ovdje uvodno u emisiji rekli ste da je vaš zadatak na neki način i da nasmijete čitatelja, pa ću vas pitati, vraćajući se na temu Ljubav traje 3 godine, možete li našim gledateljima pojasniti što ste mislili kada ste rekli da Hugh Hefner ubija svaki vaš brak? Mais c'est un vrai problème, si vous voulez. Comment fait-on pour rendre compatible le mariage, le couple, la fidélité en amour, d'un côté, avec cette espèce de tentation permanente qu'est notre société, c'est-à-dire une société qui repose sur la désobéissance, justement, à ce que dit la prière catholique, ne nous soumet pas à la tentation. Cette phrase « ne nous soumet pas à la tentation » qu'on dit à l'Église catholique tous les dimanches, la société entière lui désobéit toujours, toute la journée. On est sans cesse soumis à la tentation. Et d'ailleurs, je pense que le pape devrait excommunier tous les publicitaires. Mais en tout cas, c'est ma question. Alors Hugh Hefner participe de ça. Dans les années 60, en créant Playboy, et il participe en ayant libéré un peu l'image sexuelle de la femme et en rendant tous les mecs frustrés. Nous ne sommes pas des animaux, nous n'arrivons pas... Peut-être nous sommes des animaux, nous n'arrivons pas à nous contrôler. Jeste li vi rob svojih nagona, sada kada govorite o tome da je Hugh Hefner oslobodio na taj neki način libertinizam i kod žena i kod muškaraca? Jeste li vi rob svojih nagona? Je li to prevladava ili je to u manjini? Je dirais, oui. Oui, en tout cas, c'est joli le mot esclave de vos instincts. Je pense plus à la phrase de Casanova, Casanova qui écrivait la nouveauté est le tyran de mon âme. Je suis persuadé que c'est une tyrannie. C'est une tyrannie, mais ceux parmi les grands philosophes qui disent qu'il faut se débarrasser de cette tyrannie, je pense par exemple à Bouddha, et moi j'ai du mal à y croire. C'est-à-dire que quand on vous dit réduis tes désirs, c'est impossible. On ne peut pas décider comme ça un matin de réduire ses désirs. On est un homme, et un homme, il a des désirs. Ako je to tako, kao što vi kažete, je li po vama onda vjernost osuđena na neuspjeh? U klasičnom smislu vjernost. Jedan muškarac, jedna žena, ljubav za sva vremena. Oui. Je ne sais pas si ça a déjà existé, mais il y a des exceptions. Il y a des couples qui marchent et qui restent fidèles pendant 30, 40 ans. C'était peut-être à une autre époque. Aujourd'hui, avec la civilisation actuelle, ça devient très difficile. Mais, vous savez, en France, nous pratiquons un sport national qui s'appelle le mensonge. Ça marche très bien. On peut très bien rester fidèle toute sa vie grâce au mensonge. Kako se to vidi u obitelji? Oh, bah écoutez, vous avez lu Madame Bovary? Vous voyez, bon ben, c'est une forme de l'adultère bourgeois qui est un sport en France très pratiqué. Donc il s'agit en fait de gens qui ont plusieurs vies parallèles. Et c'est assez romanesque d'ailleurs, c'est assez beau, l'idée qu'on refuse d'avoir une seule vie et qu'on veut en avoir plusieurs. Pourquoi pas? Nous avions un président de la République qui avait une femme et des enfants, et puis qui avait un enfant ailleurs. C'est tout à fait accepté en France. Je crois que peut-être que c'est une solution que je peux suggérer à la Croatie. Mislite li da jedna osoba može voljeti više osoba i da to funkcionira sa osobom koja je u zajednici? C'est une très bonne question parce que c'est très compliqué
contrôler ses sentiments. Et souvent j'ai essayé, moi personnellement, ça m'est arrivé d'être amoureux, puis de ne plus être amoureux, alors de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais de vouloir me retenir. Et l'amour fait partie de ces très rares choses qu'on ne contrôle absolument pas. On ne peut pas décider d'aimer quelqu'un et on ne peut pas décider de ne plus aimer quelqu'un. C'est ce qui en fait la rareté, je crois. Et c'est pourquoi c'est si précieux. Mais aimer plusieurs personnes à la fois, c'est peut-être possible de désirer plusieurs personnes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aimer plusieurs personnes. Moram priznati da izgleda mijenjate mišljenja kako idete stariji u intervjuima vašima koje sam čitao. Tvrdite da se može voljeti jedna osoba, ali da se može voljeti paralelno i više osoba, premda i sami kažete za sebe da ste i ljubomoran čovjek i posesivan ako vam se to dogodi. Imam dojam da mijenjate mišljenje, što je možda progres. Oui, c'est peut-être, vous savez, la sagesse qui rentre avec la vieillesse. Et c'est bien triste. Uglavnom, razočarat ćete 25-godišnjakinje u Hrvatskoj koje misle da ste teški buntovnik i rušitelj tabua. Kada govorimo o tabuima, ima li tema o kojima ne biste pisali? Ima li tabu tema za vas? Zašto vas to pitam? Zato jer ste dosta često u svojim djelima opisivali vlastita iskustva braka, što možda se partnerici nije svidjelo. Imate li granicu ispod koje ne idete pišući o vlastitom životu? Oui. Je dirais que pour moi, la littérature, c'est justement l'exploration des limites. Et qu'un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui flirte avec les tabous sans cesse et qui essaye de les briser et d'enfreindre les règles du jeu, voyez. C'est pour ça que j'ai écrit sur l'ecstasy, que j'ai écrit sur la cocaïne, que j'ai écrit dans le dernier livre sur la pédophilie, parce que je pense que c'est important pour un romancier de faire ce travail, d'aller voir ces sujets qui gênent, tous les sujets qui gênent. Donc non, je ne crois pas que j'ai des tabous. Je ne crois pas, si ce n'est peut-être des pudeurs, parce que j'ai, comme tout le monde, j'ai des douleurs et des problèmes personnels que je ne veux pas exposer. Kada projicirate teme iz vlastitog života u knjige, je li tu ima tabua? Je fais attention à ne pas trop faire de peine autour de moi. Donc, en règle générale, les livres que je publie ne parlent pas des histoires en cours. Donc, faut prévenir les jeunes Croates. A one koje su prošle koji fučka? Voilà, c'est plutôt ça. Non, je m'en fous pas, mais disons qu'après un certain délai, je pense qu'on peut en parler, on peut se servir de sa vie comme d'un matériau, simplement après un certain délai de décence et de respect pour les personnes proches. U stvari, cijela ova zapadna civilizacija i sad sve ove teme o kojima pričamo žive pod nekim imperativom slobode. I danas je čovjek vjerojatno slobodniji nego što je bio prije 50, nego što je bio prije 100 godina, pogotovo 200-300. Je li to na kraju krajeva dobro, jer stječe se dojam da u principu čovjek ne zna što bi s tom slobodom. Sada je odjednom sloboda otvorila vrata, ušla je u sobu, međutim i kroz ove vaše izjave ima se dojam da je taj čovjek zbunjen slobodom, zbunjen opcijama. Et tout à fait perdu. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement le sujet d'ailleurs d'Au secours, pardon. C'est un livre sur Octave qui est libre puisqu'il divorce. Donc il se croit libre. Il se dit c'est merveilleux, je suis libre, je vais aller en Russie. Pourquoi en Russie? Parce que la Russie est un pays qui vient d'être libéré. Et il se dit voilà, je suis la Russie finalement. Et il s'aperçoit que non seulement lui n'est pas libre, mais en plus la Russie n'est pas libre. Et que la liberté, peut-être, n'existe pas. Pa upravo o tome, ako sloboda ne postoji, ako živimo u svijetu u kojem je sve podređeno kupovini i prodaji, više manje ideale je teško vidjeti. Vlada teror mladosti, ljepote. Je li normalno u takvom svijetu razmišljati o samoubojstvu, više nego prije? L'émission risque d'être un petit peu triste, mais effectivement, il y a beaucoup de suicides dans mes romans. Kako se vi odnosite prema tom pitanju? Kako se vi osobno odnosite prema tom pitanju? Vous savez, c'est Albert Camus qui dit que c'est la seule
question philosophique importante. Effectivement, la liberté ultime, la liberté suprême, c'est celle-là. C'est celle de mettre fin à ses jours, je crois. Mais je pense quand même qu'il y a de l'espoir dans mes livres, parce que ce sont les héros perdus de mes livres finissent toujours par trouver, en tout cas, quelqu'un qu'ils aiment. Ils s'agenouillent, ils regardent le ciel, ils regardent la nature, ils regardent la beauté, pas seulement la beauté des filles de 14 ans, mais aussi la beauté d'une maison, d'un paysage. Et il y a... non, moi je trouve toujours une raison de vivre, je trouve toujours un film de Woody Allen ou un livre que j'ai envie de lire, une bouteille que j'ai envie de boire. Je préfère me suicider très lentement. Ce que je pense, c'est que la vie, c'est un long suicide. Jeste li taj razlog našli u ćerki? Dakle, razlog svakodnevnog buđenja ponovnog. Kako je djelovalo rođenje djeteta na vas? C'est pratique la naissance d'un enfant parce que ça vous permet de dater le plus beau jour de votre vie. Moi, je sais que c'est le 29 août 1999. Je pense que quand je serai président de la République en France, le 29 août sera un jour férié de fête nationale, puisque c'est le jour de la naissance de Chloé. Voilà. Et oui, c'est vrai que la paternité vous oblige à essayer de chercher des raisons de vivre. Je ne peux pas dire à ma fille que la vie n'a aucun intérêt, parce qu'elle, non seulement, ce serait terrible. Je pense, oui, je pense que si vous m'aviez dit que j'avais changé tout à l'heure, eh bien, c'est sans doute à cause de ça, ou grâce à ça. La paternité, comment dire, ça vous oblige à chercher, à convaincre quelqu'un que la vie vaut la peine d'être vécue. Et moi, pendant longtemps, j'ai dit la vie n'a aucun intérêt. Mais je ne peux pas dire ça à un enfant, parce qu'il ne me croirait pas. Parce qu'elle dirait, mais non, on peut manger des glaces à la vanille. On peut aller au cinéma. On peut monter sur un toboggan et se laisser glisser. C'est génial. Donc je pense que je conseille à tous les dépressifs d'avoir un enfant. Znači li to da ste sve infantilniji i infantilniji? Ah oui, ça c'est sûr, oui. Oui. En arrivant, je disais à une amie croate que ce n'était pas moi qui élève ma fille, mais c'est ma fille qui m'élève. Jeste li onda, možete li zaključiti da ste u stvari jedno veliko dijete? Oui, ou un petit enfant, oui. Je pense que j'ai 8 ans. Mais je suis sûr que les vrais artistes, je ne dis pas que j'en fasse partie, mais les vrais artistes ont un regard très naïf sur la réalité. Il faut garder une capacité d'admiration et d'émerveillement, en fait, pour être un véritable artiste, je crois. Ako već kažete za sebe da ste malo dijete od 8 godina, da se metaforički izrazim, zašto se onda ne dozvolite tom velikom kapitalizmu da vas jednostavno vodi za ruke i da... Oui, pardon. Dakle, ako ste, kako sami za sebe kažete, dijete od 8 godina, zašto ne dozvolite tom velikom kapitalizmu da vas jednostavno vodi za ruke i ne okanete se ovog subverzivnog djelovanja kroz svoje knjige protiv kapitalizma? Jer je on očigledno neminovan. Parce que je suis un enfant désobéissant. Jeste li i na neki način licemjer zato? Jer kada upozoravate na tu kapitalističku, da tako kažem, hipokriziju, vi kao cinik koji na to upozorava sasvim dobro funkcionirate u tom sustavu. Oui, je pense que ça, c'est une chose qu'on me dit souvent. Je pense comme je l'ai dit, écrire, ça n'est pas nécessairement contester, mais c'est regarder. Et ce que je fais, ce que je raconte, les histoires que je vois, Vi se one Fassbinderove držite. Voilà, oui.
la phrase de Fassbinder, ce qu'on est incapable de changer, il faut au moins le décrire. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une grande phrase. C'est une phrase qui devrait guider un petit peu les artistes, parce qu'aujourd'hui, les artistes ont peur, et surtout les écrivains, ils ont peur de ne pas être crédibles, comme si c'était très important d'être crédible. Mais je ne crois pas. Moi, je crois que ce qui est important, c'est simplement de regarder, de raconter et d'écouter ce qui se passe. Dans mes romans, vous avez un tableau d'une époque, la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, qui est une époque de perte totale des repères, où l'on a laissé les clés du pouvoir à quelques entreprises, elles-mêmes gouvernées par des actionnaires, qui eux-mêmes sont paumés, qui eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de bousiller la planète. Peut-être que dans 50 ans, nous ne serons même plus là pour en parler. Et tout ça a lieu dans une atmosphère de rigolade et finalement d'une ambiance très sexy. Donc moi, j'appartiens à ce monde. Je vis dans ce monde. J'aime bien avoir une belle cravate Tom Ford et passer à la télévision. C'est très agréable. Ça ne m'empêche pas de raconter tout ce que je vois et le plus honnêtement possible. Et pour moi, c'est ça un écrivain. Ovdje ste spomenuli da volite biti na televiziji, radite na televiziji. Kako je to iskustvo vašeg rada na televiziji? To je dobar posao? Écoutez, c'est très difficile, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est très très compliqué. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, comme vous, à interviewer quelques écrivains. J'ai reçu Umberto Eco, Ismail Kadare, Salman Rushdie, de nombreux écrivains que j'admire. Et puis j'ai une émission hebdomadaire sur Canal+, qui s'appelle Le Cercle, où je reçois aussi des critiques littéraires, des critiques de cinéma. Et je pense qu'on peut, à certaines conditions, faire des programmes intelligents à la télévision. C'est encore possible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit encore possible très longtemps. To sam se htio pitati. Treba li televizija educirati i na neki način educirati ljude da razmišljaju o problemima malo dublje nego što to rade obavljajući svakodnevne poslove, dakle da sjednu pred televizor, da se malo zamisle, ili jednostavno treba snimati glupe emisije jer su i gledatelji najčešće glupi, kako kaže pisac Philip Solers. Il y a toujours eu ce combat au sein de la presse, avant même que la télévision existe. Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'idiot pour les cons ou est-ce qu'il faut faire quelque chose d'intelligent pour une minorité élitiste? Moi, je suis plus dans la deuxième catégorie. Je suis persuadé que le marketing a tort. C'est-à-dire que quand on demande aux gens « qu'est-ce que vous voulez ?» et qu'on leur donne, on peut les séduire, mais pas longtemps. Et je suis persuadé que c'est plus intéressant de faire un marketing de l'offre, c'est-à-dire de proposer des choses nouvelles et que peut-être les gens vont adhérer, vont suivre et vont devenir fidèles. Je crois que c'est ce que vous faites. Imate li dobro ili loše mišljenje o ljudima kao masi? Jer mi smo na ovim našim prostorima, ajde mogu vam dati primjer, mi smo na ovim našim prostorima dosta osjetili što znači instrumentalizacija masa. Dakle, imali smo taj rat koji smo imali, za koji niko ili je barem 90% ljudi vjerovalo da ga nikad neće biti. I onda u 2 ili 3 godine mediji su pripremili, ne samo mediji, su pripremili teren za rat i rat je bio veoma krvav. U kontekstu toga, a možda i izvan toga, kako je vaše mišljenje o ljudima u gomili? O konzumentima televizijskih sadržaja, recimo, na primjer? Oui. C'est-à-dire, ce qui fait peur, c'est la foule fait peur, c'est sûr. Moi, je suis un peu agoraphobe, j'ai un petit peu peur. Quand je vais dans des concerts de rock, j'ai toujours peur des mouvements de foule. Et dans les stades, c'est assez effrayant. En même temps, la foule, c'est moi, c'est vous, nous y sommes. Nous ne pouvons pas mépriser les foules. Quand on fait un métier public, quand on publie un livre, publier, il y a public. Donc il y a l'idée quand même qu'on veut s'adresser aux gens, quoi. Donc moi je respecte les gens. Je pense que le vrai problème c'est le pouvoir des médias.
Je pense que c'est là le problème, c'est quand les gens commencent à utiliser les médias, comme l'a fait Hitler dans les années 30, et qu'ils utilisent la propagande pour convaincre la foule de faire n'importe quoi. C'est là le danger. On l'a vu aussi au Rwanda. Jedan naš pisac ima izreku za gomilu, odnosno za masu, kaže da je u gomili toplo, ali smrdi. Oui, 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 c'est vrai, oui. Il faudrait offrir des déodorants aux foules. Kakve su 40. godine za muškarce? Vi ste u 40-ima, jesu li to neke krizne godine? 30. su bile krizne, jesu sad 40. krizne? A, oui. Kako se nosite dobro, vi ste relativno mršav čovjek, ali sa borama, sa, kažu statistike, padom seksualne potencije? Eh bien, écoutez, il y a le Viagra, qui est d'un grand secours pour les personnes âgées comme moi. Et puis, plus sérieusement, oui, bah j'ai Čekajte, vi ste koliko imate godina? 42? 42 ans, 42, oui. I vi ste već star čovjek. Ah, en tout cas, j'ai remarqué que je mettais plus de temps à récupérer après une soirée arrosée, par exemple. Il y a 10 ans, je pouvais boire toute la nuit et le lendemain, j'étais en pleine forme. Aujourd'hui, il me faut 2-3 jours de récupération. Donc, oui, j'ai voulu aussi faire un livre sur cette crise de la quarantaine. Je pense que chaque fois qu'on passe une décennie, la trentaine, la quarantaine, j'imagine la cinquantaine, ça doit être terrible. Il y a l'idée que le compte à rebours est enclenché, quoi, vers la mort, et que, évidemment, on fait un bilan. Alors moi, j'ai fait un bilan dans ce roman. J'ai fait un bilan de ce que c'est qu'un type de 40 ans. Je mets des crèmes pour essayer d'être plus jeune. Je me suis laissé pousser cette barbe, vous voyez, la barbe de 5 jours, pour avoir l'air plus jeune, plus dans le coup. Pa izgledate mlađi. Ça vous plaît? Da. Ça va? Bon, d'accord. Da. Peut-être qu'au moment où je commencerai à perdre mes cheveux, je me raserai le crâne comme vous pour être moderne. Je crois que, voilà, nous les hommes, nous sommes aussi victimes que les femmes de cette dictature de la beauté. Kaže da je najbolji kompliment onaj koji daje muškarac muškarcu. I evo pitanje za kraj, jeste li pesimist u pogledu vlastite i u pogledu budućnosti svoje okoline ili optimist? Vous savez, il y a une réponse à votre question qui est, me semble-t-il, un proverbe russe qui dit que un pessimiste, c'est juste un optimiste mieux informé. Vi u svojim izjavama dosta tako kažem, se pozivate na taj pesimizam, predviđate neku apokalipsu. Jeste li se šalili kada ste govorili da vjerujete da će u 70. godinama da će vas baš biti briga što će biti na svijetu, jer neće biti ni zraka, ni nafte, ni vode? Non, je dis simplement que nous avons la chance d'assister à la fin du monde. Si nous étions nés en 1512, nous n'aurions pas cette chance. Et là, nous sommes aux premières loges, nous sommes au premier rang pour assister en direct à la destruction de la planète Terre. Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Nous, les habitants de cette planète, nous allons la voir se détruire petit à petit, se réchauffer. Nous allons voir nos pays être recouverts par la mer progressivement. C'est assez intéressant de vivre ça et donc de le raconter. Je trouve que voilà, nous avons cette chance. Ali vjerojatno nije zanimljivo, i tu ste proturječni, nije zanimljivo gledati kraj vlastite ćerke u tom kontekstu. Non, bien sûr. Mais vous savez, quand on emploie le mot d'apocalypse, il faut savoir que dans la Bible, l'apocalypse, selon Saint Jean, c'est considéré comme une bonne nouvelle, puisque c'est l'arrivée de Dieu sur la terre. Par ailleurs, nous vivons tous notre propre apocalypse. Quand nous naissons, nous savons que nous allons mourir. Et en donnant la vie à un enfant, nous lui donnons aussi la mort. Et certes, c'est une idée atroce, mais c'est pourtant la réalité. Et c'est assez marrant parce que j'ai remarqué que ma fille me parle souvent de la mort. Les enfants sont très préoccupés par la question de la mort. Ça les intéresse, ça les inquiète, ils aiment en parler. Imate kakvu utješnu riječ za nju? Ma consolation, c'est de lui dire que peut-être ce qui va arriver, c'est que on va tous mourir en même temps. Et il y a peut-être un jour,
en 2050, où nous allons tous mourir le même jour. Et du coup, on aura moins mal. Ce qui fait mal, c'est pas tellement de mourir, c'est de voir les autres, les gens qu'on aime, disparaître. Mais si tout le monde meurt en même temps, puisque nous avons tout foutu en l'air, S nadom da će to ipak biti nešto kasnije. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam dobar provod u Zagrebu i Hrvatskoj. merci beaucoup. Merci Molim beaucoup, lijepa. infiniment. Merci. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se naravno za tjedan dana. Do tada, doviđenja.